On s'est réveillé ce matin avec un petit goût de déjà-vu, mais en pire, un second tour Macron-Le Pen, comme en 2017, à ceci près que Marine Le Pen a augmenté son score en pourcentage et en nombre de voix. Elle totalise 23,15% des voix, soit 8 100 000 voix. C'est 2 points et 500 000 de voix de plus qu'il y a 5 ans. Pire, sa réserve de voix et sa capacité à rassembler, en tout cas l'affichage, sont plus grandes, puisque si on additionne ses voix et celles d'Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, deux candidats qui ont appelé à voter pour elle, on obtient presque 32% des suffrages et plus de 11 millions de voix. Marine Le Pen n'est pas élue, mais sans se jouer à se faire peur, il est factuel de dire qu'elle n'a jamais été aussi près de l'être. Nous avons largement documenté sur Mediapart le péril que serait une présidence d'extrême droite. Parlons-en à nouveau ce soir. Quels dégâts sur notre société, sur les femmes, sur les droits des femmes, sur les droits des étrangers, des musulmans, sur les travailleurs. On entend justice sociale, on entend solidarité, on entend cadre fraternel. Ce ne sont pas des mots auxquels on est habitué dans la bouche d'une candidate d'extrême droite. Est-ce que ça vous a surpris d'entendre ça hier ? Moi, ça m'a pas surprise, parce qu'effectivement, ça fait quelques mois maintenant, quand on écoute Marine Le Pen, on a l'impression d'entendre un peu l'écho de discours de gauche, avec ce discours sur le social, etc. En fait, à votre demande, ce qui m'a le plus surpris, mais j'ai retrouvé ce que me disaient mes collègues, c'est quand j'ai ouvert le programme de Marine Le Pen en préparant cette émission. Et en fait, c'est extrêmement loin de cette musique-là. C'est-à-dire qu'on a une musique qui fait un peu l'écho de ce qu'on a pu entendre à gauche. Et quand on regarde, on a un programme structuré autour du néolibéralisme, en réalité, et plutôt de désocialisation. Et donc on ne retrouve pas du tout dans le programme, notamment, elle a employé une formule sur la protection des plus vulnérables. Dans les 22 mesures phares du programme, il n'y a rien sur les minima sociaux, il n'y a rien sur le chômage. C'est vraiment pas le sujet, quoi. Quand vous dites de désocialisation, c'est-à-dire ? Alors, il y a un... Parce que, par exemple, si on lit les 22 mesures que j'ai sous les yeux, quand on voit qu'elle propose, par exemple, de baisser la TVA sur les produits énergétiques et de première nécessité, de renationaliser les autoroutes, qu'elle propose de revaloriser les retraites, enfin le minimum vieillesse, pardon, de réindexer les retraites sur l'inflation, tout ça peut donner l'impression que ce sont des mesures plutôt, je dirais, sociales et de gauche. Alors, pourquoi c'est un trompe-l'œil ? Il y a quelques mesures sur le social. On peut en trouver une sur l'allocation adulte handicapé, sur les minima de pension, mais c'est plutôt du cherry picking, quelques petites mesures. On ne trouve pas du saupoudrage, on ne trouve pas les grosses mesures structurantes qu'on attend quand on regarde un programme, je vous disais, sur le chômage ou sur le RSA par exemple. Et puis surtout, il y a des recettes qui sont anciennes en fait du côté de la droite néolibérale, qui sont en fait tout ce qu'il y a, c'est beaucoup de baisses de prélèvements obligatoires, donc des baisses d'impôts sur le revenu, on permet aux patrons d'augmenter les salaires sans cotisation sociale, encore plus que ce qu'a fait Emmanuel Macron. Et donc en fait, on met dans la main des Français plus de cash pour moins de financement des solidarités collectives. Et donc vraiment, le programme néolibéral assez classique. Et en plus, il y a un point supplémentaire, c'est que ces baisses de prélèvements obligatoires, elles sont plutôt orientées vers les riches. Il y a énormément de mesures sur le pouvoir d'achat qui sont des baisses d'impôts sur le revenu et qui, par définition, vont concerner que la moitié supérieure de la population et qui vont être d'autant plus importantes qu'on a des revenus plus élevés. Et donc en fait, on a d'un côté un discours, une musique sociale et en réalité, plutôt un programme néolibéral de baisse des prélèvements obligatoires et donc de définancement des retraites, de la Sécu, de l'hôpital, des services publics en général. Il y a un problème que s'est posé Emmanuel Macron lui-même en proposant des réformes extrêmement dures, symboliques, celle-là et puis celle sur la mise sous condition de ressources sur le RSA. D'ailleurs, sur le RSA, le taux de pauvreté augmenterait sous la présidence de Marine Le Pen très mécaniquement, parce que quasiment un quart du financement de son programme, c'est de couper les prestations sociales aux immigrés ou aux descendants d'immigrés ou aux personnes résidant en France depuis pas assez longtemps. De ce côté-là, quand même, la politique antisociale est très nette. Pour revenir aux retraites, manifestement, c'est pas au cœur de son programme. Il y a une symbolique. Elle était sur une retraite à 60 ans. Elle est passée à la retraite à 62 ans, c'est-à-dire grosso modo conserver le statu quo. Quand on regarde bien, il y a deux choses. Il y a des mesures en faveur des personnes actuellement retraitées et qui sont pas d'un montant énorme, qui sont des revalorisations de minima de pension, à peu près du même type que ce qui est prévu dans le programme d'Emmanuel Macron. Et puis il y a une accentuation de ce qu'on appelle les carrières longues, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous êtes parti avant 20 ans, quand vous avez commencé de travailler avant 20 ans, vous pouvez partir à 60 ans si vous avez cotisé 42 ans. Elle ouvrirait cette possibilité pour les personnes qui ont cotisé 40 ans. Je pense que c'est une mesure...
pas cosmétique, mais c'est pas une mesure qui va concerner une grande partie de la population. On voit surtout là-dessus un positionnement, c'est-à-dire une sorte de jeu de positionnement entre la proposition de la gauche qui était celle de 60 ans, celle d'Emmanuel Macron qui est celle de 65, et de faire d'un pas sur l'autre. La victoire de Marine Le Pen constituerait, et ça vaut aussi pour un autre argument qui est tout le monde se soulèverait, ce serait une défaite pour notre camp social et pour les organisations du mouvement social, etc. Et une défaite, ça produit presque toujours de la démoralisation, de la démobilisation, de la désorientation, de la division aussi, qui fait que je doute très fort, comme Marwan l'a dit, qu'il y aurait une espèce de révolte, de soulèvement immédiat si Marine Le Pen était élue. Je pense qu'il faudrait essayer de l'organiser. Je veux dire, il faudrait essayer d'organiser des mouvements, mais on se heurterait à, je crois, un sentiment de démobilisation et de démoralisation qui ferait que ce serait difficile. Sur l'argument des législatives, il y a un autre élément qui va entrer en jeu, c'est que des pans entiers de la droite chercheraient sans doute à sauver leur peau en faisant des alliances avec le RN, avec Marine Le Pen, en essayant de négocier des places, y compris de ministres. Je veux dire, tous les gouvernements d'extrême droite au XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres par exemple, étaient des gouvernements qui ont été donc dominés par les nazis en Allemagne ou les fascistes en Italie, etc., ou au Portugal les saladaristes. Il y avait une majorité de ministres de droite et quelques ministres régaliens qui étaient tenus par l'extrême droite. Donc ils avaient les coups des franges pour faire ce qu'ils voulaient, mais ils avaient réussi à négocier des alliances avec des secteurs importants du patronat, avec des secteurs importants de la droite, avec l'Église catholique en Italie, avec ce qui a été puissant dans ces sociétés. Donc n'imaginons pas que d'un seul coup, parce que son élection mettrait tout le monde dans la rue, etc. Et il y a un autre argument, c'est la Constitution où les institutions vont l'arrêter. Là encore, elle dit qu'elle veut la changer, justement. Oui, voilà, mais l'expérience historique, par ailleurs, il faut regarder l'histoire. L'expérience historique montre que ça n'a jamais été le cas. La Constitution n'a jamais protégé du fascisme. Enfin, il y a des résistances. Il y aura des résistances institutionnelles, comme il y en a au Brésil, à ce que Bolsonaro cherche à faire, aux États-Unis vis-à-vis de Trump, etc. Mais voilà, je pense que la difficulté pour nous, pour argumenter, c'est que les gens ont la certitude de ce que fera Macron. C'est une politique brutale, une politique de destruction sociale, environnementale, démocratique, donc en continuant le tournant autoritaire, le cours autoritaire de sa politique, mais il y a une incertitude vis-à-vis de Le Pen. L'incertitude sur ce qu'elle fera, puisqu'elle n'a pas été au pouvoir au niveau national. Et c'est là qu'il y a que quelque chose s'infiltre dans l'esprit des gens. Finalement, peut-être que ce ne sera pas si pire, donc pourquoi aller voter? Bon. Or, moi je crois que si on regarde les programmes, mais surtout si on est en tête que le projet de l'extrême droite n'est jamais intégralement dans le programme. Ça n'a jamais été le cas. L'extrême droite ne dit jamais explicitement, avant d'être au pouvoir, ce qu'elle fera de ce pouvoir. Évidemment, puisque son projet est profondément antidémocratique, son projet vise à s'attaquer très brutalement et encore beaucoup plus brutalement que tous les gouvernements successifs aux minorités, aux exilés, etc. Donc ils ne vont pas dire ce qu'ils feront dans le programme. Et déjà, dans le programme, il y a des choses évidemment absolument scandaleuses et auxquelles on devrait s'opposer fermement, mais tout le projet n'est pas dans le programme. Ils feront, et notamment, il y a quelque chose que des historiens, notamment du nazisme, ont évoqué, c'est il y a avec l'extrême droite, presque à chaque fois, des spirales de radicalisation cumulative. À un moment, ils se retrouvent face à des crises sociales, politiques. Pour gérer ça, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Ils vont accentuer au maximum, notamment la logique du bouc émissaire. S'ils sont face à des mouvements sociaux, ils iront encore plus loin, beaucoup plus loin, en sachant qu'ils ont en plus les appareils de répression de l'État. Je veux dire, la police dans la main. 80% des policiers quand ils étaient sondés il y a quelques mois, s'apprêtaient à voter pour le Front National. Donc voilà, n'ayons pas d'illusions sur ce que signifiera un pouvoir politique dominé par le Front National ou le Rassemblement National, mais c'est pareil, dans la période qui vient. J'entends aussi cette petite musique de il faut tout brûler et puis ça ira mieux demain. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est une petite musique que j'entends, y compris chez les cibles principales de la politique et du programme de Marine Le Pen. Faire table rase, une bonne grosse crise, et ensuite on verra. Exactement, je pense que c'est une illusion. C'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce que j'ai l'impression que les gens fantasment les capacités révolutionnaires de ce pays. Mais je me trompe peut-être. Mais j'ai l'impression que les gens fantasment les capacités révolutionnaires de ce pays, qui fantasment les capacités de mobilisation et de lutte sur la durée, et ils fantasment également les capacités de mobilisation des corps intermédiaires ou des institutions de ce pays pour faire barrage à un projet fasciste. Donc, je pense que c'est prendre un énorme risque que de vouloir jouer la carte de la terre brûlée. En tout cas, ce sont ces questions-là qui ont occupé je dirais, son temps de parole. Elle a beaucoup parlé de ces sujets-là. Pour autant, vous l'avez dit, les droits, quand on parle de droits sociaux, on parle avant toute chose de
préférence nationale. Elle précise bien, là je me tourne vers vous, Fanélie Carré-Comte, sur le fait que finalement les droits, son projet est un projet qui exclut toute une catégorie de la population de certains droits. C'est pour ça que cet exercice d'écoute de l'intervention, il est très révélateur de ce point de vue-là, parce que la réalité, c'est que c'est un exercice de prestidigitation. Enfin, on parle d'unité, on parle de solidarité, on parle de projet fédérateur, mais il y a un énorme impensé, d'ailleurs qui est impensé dans son intervention, mais pas du tout dans son discours, dans son idéologie et dans son programme, et que tout ça, on fédère contre qui ? Et en fait, on fédère contre les étrangers, on fédère contre les personnes migrantes, on fédère contre celles et ceux qui sont différents, on fédère contre l'altérité. Et donc, c'est pas du tout, pour nous, à la CIMAD, c'est l'antithèse, justement, de cette fédération, de cette question de la défense des droits d'une humanité commune. Et pour s'en convaincre, c'est pour ça que l'exercice qu'on fait là, il est extrêmement fondamental de ce point de vue-là. Il faut aller effectivement déconstruire son programme. Et dans son programme, il y a évidemment cette question de la préférence nationale. Donc, au-delà du débat que ça pose sur la question de la constitutionnalité par rapport au principe d'égalité qui est dans notre Constitution, la préférence nationale, c'est dire à des personnes étrangères que la question de l'accès à des droits fondamentaux, que sont le droit au logement, que sont le droit aux minima sociaux, que sont d'une certaine manière le droit au travail, sont des droits qui vont être remis en question, et que toute cette notion de l'inconditionnalité des droits fondamentaux est au cœur effectivement de son programme, avec à la clé des conséquences dramatiques pour des millions de personnes si cet élément-là, et encore une fois, parce que vous dites le débat sur la constitutionnalité. Vous dites les étrangers, mais y compris les Français, il y a une distinction faite entre les Français. Les Français qui sont... elle explique bien, c'est partie des toutes premières mesures, on le redit, réserver les aides sociales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France l'accès aux prestations de solidarité. Donc quand on travaille en France, qu'on cotise, etc., on ne peut en revanche pas accéder aux mêmes droits que les autres. On est dans une espèce de folie de la spirale, effectivement, de la conditionnalité qui va à chaque fois aller plus loin dans des catégories de personnes à qui on va restreindre des droits, et ça va effectivement au-delà de simplement de la question des étrangers, puisqu'il y a ce que vous décrivez avec une dynamique. Et puis il y a autre chose, donc on a parlé de préférence nationale, mais il y a tout ce qui est écrit dans son programme en termes de remise en cause, là aussi, de droits fondamentaux. C'est une remise en cause de la réunification familiale, c'est un droit d'asile complètement vidé de sa substance. Par rapport à son discours, la rhétorique, elle est très sympathique. Elle appelle tout le monde à voter pour elle. Elle est devenue super gentille. Et elle appelle les gens de confession d'origine étrangère à voter pour elle. Elle veut fédérer l'État régalien. Et puis à un moment donné, elle dit... les valeurs fondamentales républicaines, la laïcité et l'égalité pour les femmes et les hommes. Alors moi, j'entends séparatisme islamiste derrière. Et puis après, elle parle d'assimilation. Donc elle a mis quand même des petits clignotants. C'est pas si caché que ça. Donc le packaging, il est joli, mais quand on voit en interne ce que c'est, son programme d'éradiquer l'islamisme, elle fait un référendum justement pour inscrire la discrimination dans la Constitution, parce qu'elle ne peut pas le faire puisque la Constitution lui interdit. Et ça va être la préférence nationale. Donc, comme vient de dire... donc ça va être sur tout ce qui est... toutes les personnes françaises, elles auront des droits normaux, puis il y aura un statut étranger. Donc le statut étranger, à ce moment-là, donc c'est des citoyens de seconde zone qui vont avoir moins de droits et plus de devoirs. Et pour elles, c'est normal. Donc ça, c'est vraiment à inscrire. La question du voile, elle veut tout simplement donc l'interdire dans l'espace public. C'est à la fois une mesure qui vise la communauté musulmane et en même temps les femmes. C'est là que je me tourne du coup vers vous, Marie-Lie Breuil, pardon. Marine Le Pen n'a cessé de dire qu'elle était la défendresse des femmes et de l'égalité femmes-hommes. Elle l'a encore dit hier. Oui, elle n'a cessé de le dire, et moi je trouve que son discours n'est absolument pas étonnant. Ça fait partie d'une stratégie de dédiabolisation de l'ancien FN et du RN maintenant, qui est en place depuis des années, et on a maintenant Marine Le Pen qui se déclare elle-même féministe. Donc elle l'a dit à plusieurs reprises pendant toute sa campagne, je suis féministe, je lutterai pour les droits des femmes. Et à côté de ça, en fait, quand on fouille dans son programme, ce sont les mêmes stratégies que celles dont on parle depuis tout à l'heure. Quand on fouille
dans son programme, c'est tout sauf un programme féministe. C'est un programme qui remet en cause les droits des femmes. C'est un programme qui peut même aller plus loin et faire perdre certains droits. Je pense à l'IVG, je pense à la PMA pour toutes. Et pour ce qui est du voile, évidemment, vouloir interdire le voile dans l'espace public, c'est vouloir, c'est remettre, c'est remettre en cause la liberté à disposer de son corps et la façon de s'habiller pour toutes les femmes. Donc c'est éminemment pas féministe. Deux points. D'abord, effectivement, il y a cette opération de prestidigitation, je pense que c'est la bonne image. Et effectivement, pour aller vite, ça serait un désastre social avec la suppression de soutien à des dizaines de milliers de personnes pour des motifs racistes et xénophobes. Donc il n'y a pas photo, c'est écrit noir sur blanc. Puis il y a un deuxième point, effectivement, en ouvrant le programme, et qui compte à la fois pour les conflits sociaux, et notamment, là, vous parliez des retraites, ça s'articule souvent dans les conflits sociaux, mais aussi sur les droits et libertés, contre le racisme, etc. Je crois qu'elle met dans son programme la présomption d'innocence en cas de violence policière. Et quand on a été militant syndical ou manifestant gilet jaune, on imagine les conséquences que ça pourrait avoir, y compris en termes de confrontation sociale, etc.